رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا بسم الله والحمد لله رمضان والصلاة والسلام على رسول الله. Mes chers frères et sœurs, nous voilà de retour pendant ce mois de Ramadan. Mais cette fois-ci, ce n'est pas avec Sira, mais nous allons aborder un sujet un peu plus, je dirais, nouveau, à savoir la biographie d'un certain nombre de personnes, hommes ou femmes, soit avant l'islam, soit après l'islam, et surtout dans la période contemporaine. Aujourd'hui, nous allons commencer par un des grands hommes rares de Shem. Il a laissé ses traces dans la société syrienne contemporaine et dans le monde arabe. Il s'agit de Cheikh Mustafa As-Sibai. Cheikh Mustafa As-Sibai est né à Homs, une des grandes villes de la Syrie, en 1915 dans une famille de lettrés depuis des siècles. Son père, son grand-père étaient à leurs époques les imams de la grande mosquée de Homs. Depuis sa tendre enfance, Mustafa était très attaché à son père, qui l'impressionnait par son éloquence et par son air de révolutionnaire. Le père était une des personnalités qui soufflait la résistance en Syrie contre la colonisation. Il était à l'origine de plusieurs initiatives et projets de grande envergure sociale, humanitaire et de bienfaisance. Cette dynamique du père avait énormément marqué l'enfant, l'adolescent, puis le jeune Mustafa. Mustafa donc avait commencé par fréquenter les grands chouyours de Homs, puis plus tard ceux de Damas. On peut en citer 4 par exemple: Tahir al-Raïs, Saïd al-Malouhi, Mohamed al-Binni et Fa'iq al-Atasi. Le père de Mustafa a encouragé son fils à poursuivre des études religieuses dans les écoles et universités publiques qu'il complétait en même temps par la fréquentation des grands ulama dans leurs cours ou dans leurs causeries dans les mosquées ou dans des cercles faits pour ça. Il a mémorisé le Coran avant d'entrer à l'école primaire. Il est inscrit à l'école primaire Al-Mas'oudiya, dont il sortira major. Puis il est entré dans le secondaire, section sciences religieuses, qu'il a terminé en 1930, soit à l'âge de 15 ans. Son intelligence, sa capacité de travail et son engouement pour le savoir avaient attiré l'attention de ses professeurs. Il lisait beaucoup. Il fréquentait beaucoup les ulama de sa ville qui lui prodiguaient généreusement leur savoir. Avant l'âge même de 18 ans, il lui arrivait de remplacer son père dans l'office du vendredi dans la grande mosquée de Homs. Il avait acquis rapidement le grand public grâce à son style éloquent et accessible. En 1933, il décida de s'inscrire à l'université de l'Azhar, au département de fiqh, la jurisprudence. Il y réussit brillamment. Ensuite, il s'inscrit à la faculté des fondements de la religion, Usul al-Fiqh, où il avait obtenu d'abord sa licence, puis plus tard le doctorat. Le sujet de sa thèse était la sunna et sa place dans la législation islamique. En 1949, il la soutenait. Plus tard, elle avait été éditée et représentée jusqu'à présent une des meilleures références en la matière. Il adorait enseigner. Il pensait que c'est l'une des meilleures manières d'instruire et d'éduquer les futures générations. C'est ainsi qu'on le voyait commencer dans les collèges et lycées de Homs, en tant que professeur de langue arabe et d'éducation musulmane. Quand il a déménagé à Damas, il créa avec un groupe de ses amis l'Institut arabe de Damas. Épaulé par l'association de la modernisation, l'Institut se nomma dorénavant l'Institut arabo-islamique. Plusieurs antennes avaient été ouvertes dans les grandes villes de la Syrie. Plus tard,
il a été nommé professeur à la faculté des droits de Damas, où sa production intellectuelle fut immense. En 1955, il construit la première faculté privée pour la théologie islamique. Il en était son premier président. Ainsi, Sibari avait une énergie inépuisable. Il était infatigable sur tous les fronts. Sa devise était « Je préfère mourir en train d'accomplir un devoir que de finir mes jours alité ». Sibari n'est plus l'enfant de sa ville natale, Homs, tout simplement. Il est devenu une grande figure dans toutes les villes de la Syrie. Politiquement, il est devenu député de la circonscription de Damas dans l'Assemblée constituante de 49-54. Il s'est rapidement illustré par son dynamisme, ses compétences et son abnégation. Il a été choisi membre de la commission de la Constitution, c'est-à-dire de la rédaction de la Constitution, pour devenir un peu plus tard le vice-président du Parlement syrien. Avec le public, sa relation avec le public, depuis sa tendre jeunesse, il encourageait ceux qui accouraient à ses prêches et à y assister, à sortir manifester et dénoncer la politique française au Maghreb. Excédé, les autorités coloniales l'emprisonnèrent pour la première fois, puis ils l'ont relâché afin de calmer la colère du peuple qui réclamait sa libération. La question palestinienne était quasi présente dans ses discours et dans ses revendications. Il l'a considérée comme la plus grande injustice alors subie par le monde arabe et dans le monde, un peuple déraciné de sa terre par la force, la corruption et les trahisons. La loi martiale interdisait les regroupements et les manifestations. Cependant, Mustafa Sibari s'affranchissait de ces interdictions abusive et organisait des rassemblements par-ci et par-là dans les différentes villes. La presse le suivait et couvrait ses déplacements et ses discours chaudement enthousiasmants et galvanisant les foules. En 1945, les autorités coloniales françaises avaient mené une vague de terreur contre les autochtones. Sibari conduisit alors la résistance à partir de Homs, suite à quoi l'indépendance fut obtenue. Mais après l'indépendance, Sibari a remarqué la rareté des hommes et des femmes capables de construire le pays et de lui tracer les contours d'un avenir radieux. Dans la crème des gens, il n'y avait que des soufis incompétents ou une élite fortement occidentalisée ne prêtant aucune loyauté à leur patrie. Il croyait fortement qu'il faut absolument faire naître une nouvelle génération dont le seul but est de reconstruire le pays sur la justice, sur la base de la justice, la fidélité et l'abnégation. Lors de ses jours au Caire, il a rencontré l'imam Hassan al-Banna. Les deux hommes s'apprécièrent, chose qui n'avait pas plu aux Britanniques, qui l'ont de suite emprisonné en Palestine. Ensuite, il l'avait remis aux autorités françaises qui l'avaient emprisonné au Liban, ainsi que sa femme, et ceci pendant 2 ans et demi. Après sa libération, il se réinstalla dans sa ville natale, à Homs. En 1948, il vit l'énorme trahison des gouverneurs arabes quant à la question palestinienne. Il avait été profondément choqué. Il s'était alors consacré à écrire notamment dans la revue La civilisation de l'islam, Hadarat al-Islam, et dans d'autres journaux et revues à l'époque telles que La Lueur, Shihab ou encore Al-Muslimoun, les musulmans. Sa production intellectuelle était profuse. Un numéro spécial de La civilisation de l'islam fut consacré à l'Algérie. Un autre numéro spécial fut consacré à la question palestinienne. En 1951, il fut à la tête de la délégation syrienne au congrès mondial islamique qui s'est déroulé au Pakistan. Il en était la star. En 1954, il présida la délégation syrienne dans le congrès islamo-chrétien. En 1956, l'université syrienne l'envoya à la tête d'un groupe d'universitaires éminents en Europe afin de regarder de plus près les programmes de l'islamologie et de l'étude de l'islam enseignés dans ces pays.
À cet effet, il avait visité les pays suivants, la Turquie, l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Irlande, la Belgique, la Hollande, le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande, l'Autriche, la Suisse, pour finir par la France. Lors de ces visites, il s'était longuement entretenu avec les islamologues de ces pays. En 1956, il subit une tentative d'assassinat à laquelle il s'échappa miraculeusement. Et en 1957, il visita Moscou en compagnie de l'ensemble des présidents de toutes les facultés syriennes. Ils avaient visité les plus importantes des universités russes, notamment leur section d'islamologie. Il en a profité pour discuter avec leurs intellectuels. Il en a profité pour discuter aussi et de leur dire ce qu'ils pensent du communisme et surtout du non-patriotisme des communistes locaux dans les pays arabes. À son retour, il fut atteint par une hémiplégie. Ceci ne l'avait guère empêché de continuer ses conférences à l'université et d'écrire toujours dans la revue Hadarat al-Islam, la civilisation de l'islam. Sa maladie avait duré 8 ans. Il s'éteint en 1954, laissant derrière lui un patrimoine intellectuel énorme à poursuivre et à fructifier. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.